Excellent réveil à tous et merci d'être là avec nous dans Bonjour d'Algérie. Aujourd'hui, nous parlerons de mesures, de nouvelles mesures qui feront plaisir aux mamans, les futures mamans notamment également. Il s'agit d'une nouvelle mesure concernant les congés de maternité et c'est avec Madame Soumia Oulman, représentante du ministère de la Solidarité et de la Famille qu'on en parlera ce matin avec de plus amples détails. Dans cette matinale, nous aurons aussi tout un volet culturel, notamment grâce à la présence parmi nous de Lila Borsali, qui sera notre invitée d'honneur ce matin et qui sera aussi sur les planches de la salle Ibn Khaldoun ce vendredi, Inch'Allah, pour le plaisir de ses amoureux et plutôt de ses fans et des amoureux de la musique traditionnelle andalouse. Et puis, nous aurons le plaisir de retrouver un photographe. Vous allez voir toute son abnégation et sa détermination à faire de briller notre patrimoine hors Algérie, bien sûr. Il nous a dignement représentés sur de grands projets liés notamment à notre architecture, héritage justement de plusieurs centaines d'années. Et puis, il s'agit de Hamid Rahish en l'occurrence. Et puis, Samira Hadjamar, pour sa part, nous parlera de l'Olivier de Boulhilet à travers une œuvre cinématographique notamment. Et nous aurons le plaisir également ce matin de retrouver Hasna Zoberi qui va nous parler justement d'un fléau qui fait vraiment terriblement peur aux conducteurs actuellement. Il s'agit du vol de véhicules dans certains quartiers, dans certaines régions du pays. Elle nous en parlera avec de plus amples détails, Hasna, ce matin dans Safety Road. Et puis Amina Azeri et ses invités clôtureront cette rencontre, bien sûr. Amina Azeri qui met en relief cette fois-ci le 7e art à travers des rencontres organisées tout récemment au niveau du Centre international des conventions. Merci d'être avec nous, merci pour votre attention. On vous a habitué à vous donner la météo au démarrage de notre émission. Et ben, on va continuer de le faire et ce sera avec Amel Laribi tout de suite. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Bonjour Amel. Bonjour Nadia. Quel temps fera-t-il aujourd'hui? Il fera beau malheureusement. Et j'ai vu un petit peu de la rougeur sur le ciel d'Alger et donc je me suis dit, ça m'étonnerait qu'il pleuve aujourd'hui. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est un temps clair. Donc, clairement, je suis une petite accalmie, mais peut-être que la pluie se prépare à revenir. Ah ben oui, je suis pressée, oui. Inch'Allah, pour le bonheur des agriculteurs surtout. Et même pour nous, pour on en a besoin. Hein. Bien sûr, ça nettoie. Exactement. La pluie nettoie, la pluie, bien sûr. On respire, on est de bonne humeur. Oui, bien sûr, elle irrigue la terre et nous donne tout, qui nous donnera par la suite tous ses bienfaits. Exactement. Inch'Allah. Allez-y, donc les cartes sont à vous. Merci Nadia. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien pour aujourd'hui, excepté de la brume en matinée sur les hauts plateaux du centre, eh bien le soleil va prédominer sur pratiquement l'ensemble des régions nord. Donc on aura un ciel généralement dégagé, mais avec toutefois le ciel qui se voilera progressivement, mais en fin de journée par l'ouest. Donc rien à signaler durant la journée. La moitié sud, eh bien un temps dégagé à partiellement voilé sur le sud-ouest, la Saoura, le Nord-Sahara, les Oasis, l'extrême sud, le Gartassili, le Sahara central et le Sahara oriental. Et à noter des semences de sable tout au long des frontières algéro-maliennes et le Sahara central. Les températures, quant à elles, eh bien, elles vont hausser, mais plus vers l'ouest. Le maximum 22 degrés du côté de Tlemcen, 19 Oran, 18 degrés à Alger, 16 degrés Tizi Ouzou, à Naba également, 14 à Tiaret, 11 degrés Constantine, Sétif, 13 à Batna, 10 degrés à Al-Bayad et Djelfa. Au sud, 16 degrés à Béchar, 17 Gardaya, 20 degrés à Biskra, 22 Tindouf, 21 à Djanet, 23 degrés à Tamanrasset, 24
Borj Bedi Mokhtar et le maximum cette fois-ci à Ingezem avec 28 degrés. La mer aujourd'hui se montrera peu agitée sur pratiquement l'ensemble des côtes d'ouest en est avec des vents qui vont arriver jusqu'à 50 km/h sur les côtes centre et est. Les vents sont de secteur nord à nord-ouest. Vers les côtes ouest, les vents seront variables et les vents varieront entre 20 et 30 km/h. On termine ce bulletin avec l'éphéméride. Pour aujourd'hui, le soleil se couchera vers 17h à 18h, 1 minute. Et pour plus d'informations, bien sûr, vous pouvez consulter les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite de programmes sur Bonjour d'Algérie et à tout à l'heure midi. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Merci infiniment pour toutes ces précisions. Moi aussi, je vous souhaite une excellente journée. Merci, Amel. Excellente journée. Voilà, et pour bien démarrer la journée, quoi de mieux que la musique? La chanson, oui. Allez, on va vous offrir tout de suite une chanson signée Jamal Arossi qui rend hommage aux fleurs noires. قلك زين الورد مكمول في نداه وسمعت طير يغني مع طلوع النهار حبك خلاني انا غني معاه حبك نساني في واش راح دوالي الكيا وجراح لاقاني بالفراح ومحك كل احزاني هواك علمني شي علوم خلاني نسمي نجوم يلاقيني بيهم كل يوم وحبب لي المعاني عندي في محبتك ما شقيت كي الحق نسيت على جديد نسيت همي ونسيت بلي عييت ونسيت مر زماني بديت في هواك شعال من قصور بالرملة على شط البحر نسكن فيه ساعة من العمر ونعاود نريبو تاني سألت مرة عالم في مسايل النوار قالك زين الورد مكمول في نداه وسمعت طير يغني مع طلوع النهار حبك خلاني انا غني معاه عرفتني غلط وصلحت واش درت في محبتك ما ندمش كي كبرت وشفت الشي بواتاني هواك سحرني للفجر نساني كل مر هواك كواني بلا جمر وكي تكوي تداواني هواك خلاني نعيش من جديد رضياماتي كلهم عيد حبب لي القريب والبعيد حبيت حتى عدياني سألت مرة عالم في مسايل النوار قالك زين الورد مكمول في نداه وسمعت طير يغني مع طلوع النهار حبك خلاني انا غني معاه
C'est la Jamal Laroussi. Sans plus tarder, on va accueillir celle qui nous fait balader à travers le patrimoine, mais aussi à travers les archives de la télévision algérienne. Donc bonjour Samira. Bonjour Radia. Ça va? Très en bien. forme? Très très en forme. Voilà, ça y est, tu as évacué la frustration de ne pas avoir été à Sharia? Oui, absolument. Mais je vais y aller, Inch'Allah, la semaine prochaine. Inch'Allah. En tout cas, tout de suite, tu vas nous parler de l'Olivier. Oui, d'un très beau film et d'un réalisateur assez, on va dire, très bon réalisateur, atypique. C'est Mohamed Nadir Azizi. Et le film, c'est Boulhilet. L'Olivier de Boulhilet. L'Olivier de Boulhilet, c'est pour tout de suite. Voilà, dans Écume et Patrimoine, donc Samira, vous avez été jusqu'à une œuvre. Quel a été le motif justement de cette découverte? Alors, c'est pas vraiment une découverte, c'est plutôt une redécouverte. C'est en parlant de Momo Himoud, voilà. Oui, c'était la semaine dernière. Exactement, que puisque Himoud a travaillé avec dans le film de Mohamed Nadir Azizi. Sur proposition de Yazid Aït Mahidine. D'accord. Pourquoi tu ne fais pas l'Olivier de Boulhilet? Exactement. Voilà, il est pour quelque chose. Il y est pour beaucoup d'ailleurs. Très bien. Et donc, je m'y suis intéressée. Et c'était vraiment, j'ai été ravie en fait, tu as raison, c'est une belle découverte. Puisque ce film a été fait, on va dire, en 1977. Il est sorti en 78. C'est une production de Lonsik. Et je trouve que l'association de l'équipe, du réalisateur est parfaite. Elle est excellente. Un casting exceptionnel. Exactement. Et alors, le scénario, on dit qu'il a été écrit par le professeur Ben Miloud, Khaled Ben Miloud. Très bien. Khaled Ben Miloud, c'est celui qui a, on va dire, créé la psychiatrie en Algérie après l'indépendance. Il est le premier psychiatre algérien post-indépendance. Et c'était l'ami, ses copains, c'était qui? C'était Kateb Yassine, Issiachem et puis Malek Haddad. Donc le film, c'est une adaptation d'un conte radiophonique de Malek Haddad. Donc pour te dire, l'adaptation, elle est formidable. J'ai l'impression que c'est un film d'auteur, pour moi. C'est l'impression qu'il m'a laissé. Il y a une profondeur incroyable. C'est une réalité algérienne. Seulement, ce que je voulais dire par rapport au scénario, c'est qu'Abdelghani Mgharbi, qui est très connu, qui est l'auteur du miroir, entre autres, le miroir apprivoisé, je ne sais pas si on peut le voir, voilà, dit que c'est Zakaria Youssef qui a écrit le scénario et que le professeur Ben Miloud l'a remanié. En réalité, ça s'est fait à quatre mains et c'est une très bonne chose. Voilà, c'est ce qu'il dit globalement Abdelghani Mgharbi, qui, dans Le Miroir apprivoisé, fait une très très bonne présentation de ce film. Voilà, un film qui sort de l'ordinaire, peut-être rappeler le casting extraordinaire, celui d'Azdine Medjoubi. Waouh. Excellent, talentueux, c'est le personnage principal. Ça se passe, alors ils ont tourné dans un petit village près de Beskra, ça s'appelle Menbal Ghazel. Abdelghani Mgharbi lui dit que c'est au niveau du village Bortjerouès, c'est toujours à Biskra, c'est Sahara, c'est un village qui souffre du chômage et de la sécheresse. On est aux portes du désert et donc le personnage principal, qui s'appelle interprété par Azdine Medjoubi, va exactement, voilà, c'est l'affiche du film, va tomber amoureux de la belle Zoulira. Et bien la belle Zoulira, c'est Chebba Zoulira, c'est Zoulira, pardon, là où Louadj, voilà, je l'ai bien, la chanteuse des Aurès, voilà. Entre autres, je crois qu'elle chantait ça. On l'a décrit comme celle qui arrive à évoluer sur 6 tons par rapport au AA, pour te dire la voix. Oui. Elle a une voix assez particulière. On voit sur la photo, sur la gauche, c'est le professeur Ben Miloud et le professeur Boussebsi, parce que ça reste
C'était les C'était l'élite de cette grande période et époque de l'Algérie. A formé tout le monde, on va dire toutes les générations qui ont suivi. Voilà. Pour revenir, voilà, donc casting, il y a ça. Et puis surtout, le derviche, le fou du village, c'était Momo, voilà, Bouacha. Bouacha va mourir. Et Belkacem, lui, il est fou amoureux de Zoléha. Et il est pauvre, il n'a pas les moyens, il n'a rien, il a une terre mais il n'y a pas d'eau. Et pour lui, l'idéal, on va dire la solution, la clé de son bonheur, est de trouver de l'eau. Et il va creuser, il va essayer de trouver une source d'eau. Et puis le pauvre, après, il ne va pas pouvoir en bénéficier. Si on pouvait regarder un petit extrait. Peut-être, je ne sais pas si à la régie, on dispose... Ah, mais si. Voilà. Non, ça c'est la photo de Zoléha, exactement. Et donc, sa bien-aimée, c'est quelqu'un d'autre qui va l'épouser. Voilà, je trouve que qu'est-ce que c'est triste, un amour impossible. Pour moi, tous les amours sont impossibles. Dans les plus grandes romances, voilà, les histoires romanesques, les plus grandes depuis la nuit des temps, c'est impossible. Enfin, ça se termine toujours mal. Soit elle meurt, soit elle meurt. Ouais, Juliette, Qaïs et Leïla, Hézia, Fatna aussi. Voilà, donc on peut le voir, le film, il est sur YouTube. Il faut le voir, il a été diffusé à la télévision. L'extrait qu'on va voir, c'est un extrait de l'émission de Emer Nebesh, ciné thématique qui passait le jeudi soir. C'est un hommage qu'il a voulu rendre à Hasdin Medjoubi et j'ai pris donc l'extrait. Donc il y avait un extrait de ce film dont vous parlez, d'Olivier de Beauvillette. Qu'on ne peut pas voir. Bon, c'est pas grave. Je ne sais pas. Si, c'est en préparation. D'accord. Peut-être rappeler que c'est un film qui dure donc 1h30, 58 minutes. Il a été tourné en couleur. On a dit que ça a été tourné à Biskra. Le montage s'est fait par Rachid Ben Halel. Voilà. Le talentueux Rachid Ben Halel. Exactement. C'est produit par l'ONSIC. Et aussi, je vais peut-être donner les productions de Mohamed Nader Azizi, parce qu'il a fait l'Olivier de Boulilet est son premier long métrage. Il a fait plusieurs documents, œuvres, films. En 1972, c'était pour que vive l'Algérie. En 1973, il a fait L'homme de l'Atlas, signe évocateur en 1973. Itinéraire et hommage à l'émir Abdelkader en 1984. Voilà. L'Olivier, il a fait en 77, 78, il est sorti et à partir de 79, il a été présenté dans de nombreux festivals. Qu'est-ce que ça raconte? On l'a dit, ça raconte la réalité, on va dire, de l'Algérie profonde, post-indépendance. Il y a un problème d'eau, il y a un problème de chômage. La plupart des jeunes quittent leur village. Tout est en construction, voilà. Tout est en chantier. Donc on va dire l'historique, puisque les premiers films post-indépendance, c'était la guerre, la mémoire, c'était les exactions commises contre le peuple algérien par le colonisateur français, c'était toute cette histoire, et c'est pas fini, on revient, parce que tout n'a pas été dit, tout n'a pas été raconté, mais à partir des années 70... les difficultés rencontrées à l'indépendance découlent aussi de cette réalité coloniale. 132 ans de colonisation. C'est quand même un héritage lourd. Et je pense que votre extrait est prêt, Samira. Super. Donc on va le voir ensemble. Voilà l'image qui nous a amené vers ce fameux Olivier de Beauvillette. Qui est important. Et Bouacha, donc Himoud Brahimi dans le film, va demander à Belkacem de faire attention à cet Olivier. Et en fait, c'est le seul du village. Et tout tourne autour de cet Olivier. Il est important pour la survie de tous des villages. Tu veux dire qu'on est rejoint par Yazid Absolument, absolument. C'est vrai que dès que l'image qui montrera tout le plateau
voilà, s'affichera à l'écran. Ben, vous allez voir, mesdames, messieurs, que nous avons été rejoints notamment par notre rédacteur en chef, ici présent, Yazid Mahidine, qui va nous parler de 7e art également. Oui, oui, bien sûr. Aujourd'hui, on parlera d'image, puisqu'il y a aussi voilà, notre invité, Hamid Rahish. Donc, lui aussi est passionné par l'image, passionné par les objectifs, voilà, la photographie, et l'architecture. De manière générale, voilà. Effectivement. Donc, on va donner la parole peut-être encore à Samira pour clore. Alors, moi, je voulais juste rajouter qu'on pouvait voir donc l'Olivier de Boulhilet sur YouTube, et si on voulait se documenter et avoir un maximum d'informations sur toutes les productions donc cinématographiques avec les sorties en salle, tout ce qu'il faut, hein, la médiatisation, les budgets, tout ça, et ben Abdelghani Magharbi a fait un excellent travail dans plusieurs volumes, hein, il n'y a pas que celui-là, Le Miroir apprivoisé, on peut le trouver, peut-être pas qui nous a quittés l'année dernière. Exactement, les Rahmou. Et on peut le trouver chez les bouquinistes, par contre. Je ne l'ai pas vu en librairie, mais peut-être, hein, il faut chercher. Pourquoi ne pas les rééditer dans les bibliothèques, probablement. Il faudrait le rééditer et peut-être le faire en version en langue arabe et en langue amazigh, parce qu'il parle de tout, absolument, même des productions amazigh, tout ce que l'Algérie a fait à partir de, d'ailleurs, avant l'indépendance et après l'indépendance. Oui, les livres de sont une référence. C'est une référence. Grande référence, voilà. Absolument. On va parler aussi de 7e art avec vous, Yazid. Bien, le décor est planté. Un grand événement. Oui, un grand événement, les Assises nationales du cinéma. Hier, donc, c'était un grand moment de cinéma et c'est la volonté politique qui s'est exprimée pour dire que le cinéma reste un pilier pour la culture nationale, pour l'identité nationale. Et puis, la nouveauté, c'est qu'il a appelé les créateurs, les producteurs, tous les cinéastes à élire une instance nationale pour parler, pour développer, pour imaginer les contours du cinéma de demain. Et ce, à travers, par exemple, la formation sur le plan national. Voilà, les métiers du cinéma, que ce soit en Algérie ou à l'étranger. Et il y avait un hommage particulier à tous ceux qui ont fait la gloire du cinéma algérien dans les années 70, dans ce film de là où Momo a campé le rôle principal. Et puis il y a aussi cette phrase qui revient: l'Algérie s'est lancée dans une dynamique de développement pionnière et il est temps que la culture en soit le couronnement. Vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire de voir aujourd'hui que la culture, c'est une arme redoutable aussi, c'est du soft power aujourd'hui, la culture. Donc, il faut donner toute l'importance et puis elle peut contribuer au développement de l'économie nationale à travers la création d'emplois. S'il y a par exemple 100 multiplex, il faut voir aussi les rentrées qui seront non seulement générées, les rentrées fiscales, et puis également la création d'emplois, que ce soit dans les salles et tous les autres emplois. Relatif au cinéma de manière générale. Voilà, donc en fait, voilà, hier c'était les Assises nationales du cinéma et c'est la volonté politique qui s'est exprimée pour donner le là, pour développer, donner le là, et pour que le cinéma algérien retrouve ses lettres de noblesse, comme dans les années 70. Alors les assises en général, c'est tous les réalisateurs qui viennent, producteurs de cinéma, tous les métiers du cinéma viennent. Et ils posent les problèmes, les contraintes. Il y aura peut-être une réforme des lois pour pouvoir permettre plus d'investissement ou poser des problèmes, par exemple, de financement. Parce que le nerf de la guerre dans le cinéma, c'est l'argent, comme pour tout d'ailleurs. Hein. Oui, le cinéma, c'est un tout. Ça commence déjà de l'idée du scénario, parce qu'en fait, le récit national doit être porté par le cinéma. Le récit national, toute cette belle histoire de notre pays doit être portée par le cinéma. Et puis, il rappelle en direction des créateurs, qu'ils ont une liberté vraiment totale, sauf sans porter atteinte à tout ce qui concerne notre pays. Donc voilà en fait les grands moments de ces assises de cinéma, donc qui est un miroir culturel reflétant
en fait l'identité et la personnalité algérienne. C'est certainement que le plaidoyer qui en découlera va permettre justement un travail de fond par rapport à la création de structures, à même de porter ce cinéma, effectivement. Absolument. Donc la structure, il en parle, il parle d'une instance nationale élue par les créateurs eux-mêmes, par les cinéastes eux-mêmes, pour imaginer les contours des futurs cinémas algériens. Un réseau de distribution, de diffusion. Oui, ça commence par la création jusqu'à la promotion, jusqu'à la distribution et la promotion. Parce qu'on oublie aussi la promotion, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis, il était question de ce biopic sur l'émir Abdelkader qu'il faut avoir quand même un film sur l'émir Abdelkader. C'était une histoire fabuleuse, ne serait-ce en parlant de son cheval bâme, en parlant de ce qu'il a fait en Syrie en faveur des chrétiens, où il a montré ses bons vivre ensemble, oui, effectivement. Son humanisme. Il a sauvé, absolument, il a sauvé. Donc il y a tout un travail à faire, puis les correspondances et avec les grands chefs d'État, etc. C'est vraiment ça sera un film. C'est un film très attendu, effectivement, par rapport à cette personnalité qui a énormément plusieurs facettes et qui mériterait d'avoir son récit. Nadir Azizi a fait un hommage à l'émir Abdelkader. C'était en 1900. Alors, hommage à l'émir Abdelkader, c'était en 1984. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais là, Inch'Allah, ça sera une super production. On l'espère, on l'attend. Donc, on laisse la parole à notre invité qui est là. Mais bien sûr, mais notre invité, il en connaît un bout. Il a donné un mot clé. Et il a dit l'idée aussi, c'est important dans le cinéma. Et les idées ne manquent pas dans votre boîte à idées, j'ai envie de dire. J'aimerais juste réagir, ajouter un petit mot par rapport à ce que vous venez de dire à propos de l'émir Abdelkader. C'est que lorsqu'il était en Syrie, il y avait le tsar de Russie qui avait emprisonné le mufti de la Tchétchénie. Et par sa notoriété humaine, l'émir Abdelkader, et je pèse mes mots, il a écrit une lettre au tsar de la Russie qui a relâché le mufti de la Tchétchénie à l'époque, et ils ne se connaissaient pas, ils ne sont pas de la même région, rien n'est relié, mais le respect qui est imposé par son humanisme, il a appliqué les conventions de Genève 100 ans avant qu'elles soient appliquées. L'émir Abdelkader, c'est quelque chose d'énorme, c'est quelque chose qui, je ne dirais pas qu'il n'appartient pas à l'Algérie, il appartient à l'Algérie, mais c'est une référence pour les êtres humains, en fait. Absolument. Il appartient aux Algériens, justement, de raconter, d'honorer cette mémoire et de raconter. Exactement, et à travers ça, ça appartient à l'être humain. C'est quelque chose qui dépasse de long, c'est-à-dire ça rayonne de l'Algérie et ça jaillit vers l'humanité. En fait, on a grand besoin d'hommes comme lui aujourd'hui. Vous êtes un grand humaniste vous-même, vous avez beaucoup travaillé avec les SDF avant de verser justement dans l'art, et puis aussi l'amour et la passion pour la photographie qui a été votre tremplin pour transmettre des idées, parce que vous avez contribué à la création de projets innovants dans le domaine culturel, notamment ceux liés à notre architecture. Par exemple, l'architecture néo-mauresque que vous mettez en relief. Vous allez d'ailleurs nous parler de ce beau projet. C'est un projet qui avait commencé avec l'Institut national de l'histoire de l'art en collaboration avec la Sorbonne et le CNRS. Et ce projet comporte 2 volets. Il y a un volet scientifique qui fait la recherche et tout ça, le pourquoi du comment ces lieux ont été bâtis. Et il y a un partenariat avec moi en tant qu'artiste pour apporter ma vision des choses sur un travail qui est technique, qui est scientifique. Et moi je pense, comme Bertrand Russell, un philosophe anglais, que l'art est ce qu'on pense être juste jusqu'à ce que la science vienne le confirmer. Et l'art est au service de la science. Et on ne peut pas dissocier peut-être l'un de l'autre, à mon avis. L'époque de la Renaissance en est la grande preuve. Exactement. Et l'art néo-mauresque est né en Algérie.
Et de ce fait, on est responsable de porter tout ce qui est algérien, et en Algérie, et au-delà. Je pense qu'il y a un reportage qu'on doit passer. Je pense qu'il y a une artiste peintre, Tab Harit, qui a fait un travail vraiment extraordinaire. Je pense s'il est sur place, on peut le voir parce que l'artiste, elle présente quelque chose, elle est dans l'esprit d'inclusion et elle a présenté un travail très, vraiment, nous allons le voir s'il est prêt. Quand il sera prêt, il n'y a aucun souci. Mais on revient sur ce grand projet. Donc, vous avez travaillé sur des architectures existantes ici, en Algérie, à Béjaïa notamment, mais aussi des structures et des établissements et des monuments qui sont à l'étranger. Oui. Parce que vous avez un pied ici, un pied ailleurs. Hein. Voilà, exactement, c'est ça. Mais voilà, vous avez travaillé sur le cimetière de Bobigny, qui a toute une histoire, par exemple. Oui, et le regard de l'artiste a contribué à tout ce travail. Exactement, parce que j'ai commencé à travailler sur l'hôpital franco-musulman à Bobigny, qui s'appelle Avicenne, qui est dans la banlieue de Paris, et qui a une architecture néo-mauresque. Et l'idée, c'est de voir, comprendre, reprendre le contexte historique, politique et culturel dans lequel cette architecture qui vient de chez nous et a été amenée là-bas. Et ça fait partie de nous, mais aussi aujourd'hui, cette culture, cette nouvelle renaissance à travers l'architecture qui est l'art auquel on est le plus exposé dans le monde. Le plus exposé, effectivement. Vous allez n'importe où, vous êtes exposé à cet art. Et en travaillant sur l'hôpital franco-musulman à Paris, à Vicenne, qui était construit justement pour les Algériens qui étaient emmenés en France pour la Première et la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu le cimetière, et en allant au cimetière, il y avait un petit mausolée pour faire les préparations et les rites musulmans pour enterrer les défunts. Et ce qui m'a surpris là-bas et ce qui m'a vraiment touché au plus profond de moi, c'est l'âge des soldats algériens et africains qui étaient là-bas, 18 ans, 19 ans, 25 ans. Les chers à canon. Oui, absolument. Et moi, si on veut traduire l'idée par la photographie, ce n'est pas mince affaire. Et ça m'a touché. Et je me suis mis à même le sol. Mais vous avez placé votre objectif à même le sol, à même les tombes de ces martyrs. Et j'ai fait ma série de photos à même le sol, au niveau de ces hommes à qui on doit beaucoup. Et j'ai appelé la série. Va dire aussi merci. Oui, bien sûr. Un travail qui est visible sur un site, le site de l'Institut national de l'histoire de l'art. Et le projet s'appelle Imanéo, Imaginaire croisé de l'architecture néo-mauresque dans l'espace euro-méditerranéen. Et en parlant de ce cimetière, j'ai appelé la série À hauteur d'homme. Voilà. Et là, on était à hauteur d'homme. On va marquer une petite pause pour voir le reportage que nous a proposé donc Yazid il y a un instant, et on va revenir. Ouais. Nadiat Bahriti, juriste et artiste peintre malvoyante, organise sa première exposition Terre d'origine en Algérie. Consacrée à un retour aux origines, l'artiste propose un regard sur soi autour d'un voyage à travers des œuvres sélectionnées minutieusement. Je dis je suis malvoyante mais clairvoyante en même temps, alhamdoulilah. C'est vrai que j'ai une maladie de la rétine et j'utilise, je pense, l'œil du cœur. On parle beaucoup de l'œil du cœur. Et je pense que voilà, j'utilise mon œil du cœur pour peindre. Effectivement, j'ai des difficultés à voir des couleurs, à voir certaines couleurs, je peux les confondre, etc. Et voilà, donc je dépasse quand même ça et je peins. Nadiat Bahriti a pris les pinceaux pour la première fois en novembre 2020. Depuis, elle peint et organise des ateliers de peinture à l'étranger.
Le Covid. Vraiment, c'était la période du Covid où c'était un peu une période difficile. Je pense que partout dans le monde, on a vécu ça. Une période un petit peu particulière. Et j'ai eu besoin d'extérioriser un mal-être. Voilà. Et donc, c'est passé par la peinture. Certaines de ces toiles portent des inscriptions et un code QR pour offrir l'opportunité aux malvoyants de toucher et sentir sa peinture avec l'âme. Sur certaines des toiles, alors pas toutes, mais j'ai sélectionné certaines toiles sur lesquelles donc, on a prévu un QR code et dans lequel je raconte un petit peu voilà, l'ambiance, l'histoire de la toile pour permettre aux personnes qui ont des difficultés visuelles, des déficients visuels, et bien, de pouvoir s'imprégner de la toile. Marque la lettre à la fois de la verticalité mais aussi de l'horizontalité. Puis le mime dont la tête est adossée au alif, le mime qui marque la présence visible. Les toiles de Nadia reflètent sa réflexion et son regard qui émane de l'âme. Avec ses coups de pinceau, elle exprime sa joie, douleur, défi et espoir. Ce que je fais, c'est l'art au service de l'âme. Donc c'est vraiment mon âme qui parle. Quand je peins, c'est mon cœur, c'est mon âme. J'ai envie de dire, je ne commande rien et je laisse beaucoup mon intuition me guider. Quand j'ai commencé à peindre dans mes débuts, je suis remontée en fait à mes grands-mères. J'ai eu besoin de rechercher qui j'étais au fond de moi et donc je suis remontée à mes grands-mères, à ma lignée. Donc j'ai commencé par là et ensuite c'est vrai que je peins beaucoup la rose. La rose m'inspire, je ne sais pas, je ne pourrais pas dire d'où ça vient, mais en tout cas la rose m'inspire et effectivement très rapidement aussi, j'ai commencé à une sorte de calligraphie, alors à ma manière, on va dire, avec les lettres arabes, ces lettres qui viennent, ces lettres célestes, hein, pour moi, puisque c'est aussi les lettres qu'on retrouve dans le Coran. Donc, il y a quelque chose de très spirituel, de très magique, voilà. À travers son histoire et son art, Nadia Tbahriti veut faire bouger les lignes, changer les représentations stigmatisantes pour les personnes porteuses d'handicap et, d'une certaine manière, inspirer. Et peut-être inspirer d'autres personnes, d'autres femmes qui n'osent pas. Et mon message, c'est de dire, allez-y, allons-y. Dans la mesure où on agit avec notre cœur, c'est l'essentiel. Je pense que cette phrase, tellement bien dite par cet artiste, incarne aussi l'esprit de l'artiste qu'on reçoit aujourd'hui. Hamid Rahish, bienvenue encore une fois. On disait tout à l'heure que vous étiez sur un grand projet, justement, qui dure depuis 2022 et qui se poursuit encore parce que c'est vraiment immense, cette belle découverte à travers le projet Imaginaire croisé. Donc de l'architecture néo-mauresque, c'est bien ça. Dans l'espace euro-méditerranéen, vous avez été en Tunisie, entre autres, vous avez été dans différents pays. Et puis là, c'est la Norvège qui vous reçoit bientôt à travers des monuments qui s'inscrivent dans cette... En fait, ce projet, il est tellement grand et ça relie tellement les hommes que personne ne peut rester indifférent parce que la force de l'œuvre artistique, c'est juste un avis, c'est qu'elle réside dans le fait que lorsqu'elle est exposée à quelqu'un, ça suscite un sentiment d'adhésion à l'œuvre. Et c'est ça la force de l'œuvre. Et si elle est sincère et si elle parle à l'humanité de tout un chacun, quel qu'il soit, d'où qu'il soit, ça va susciter un intérêt et général parmi les êtres humains qui sont humains. Et la Norvège, le roi de Norvège, sa maison d'été,
Elle est de style oriental et on se croirait à la Casbah si on voit sa maison d'été. Et puis il y a d'autres sites en Norvège. Malgré la distance géographique, on a une communauté, on a des entreprises algéro-norvégiennes aussi. Et ils étaient touchés par le projet et ils proposent de m'accompagner, de m'aider. J'ai eu les autorisations du Palais Royal de la Norvège pour photographier, c'est un lieu comme officiel, et d'autres sites aussi. Et c'est porté aussi par une entreprise algéro-norvégienne. Oui. Voilà, et c'est épaulé. Et j'espère pouvoir revenir en Algérie. Ah oui, ça c'est magnifique. Pendant que vous parliez, Hamid, vous qui avez été à la Biennale de Bamako, l'Institut du monde arabe, entre autres, où vous avez montré un petit peu vos quartiers d'origine. Vous avez été à la Maison européenne donc de la photographie. Vous avez été aussi commissaire nommé au Brésil, justement, dans le cadre de la presse. Partout, du 60e anniversaire de l'indépendance. Mais là c'est intéressant parce qu'il a fait un travail fabuleux autour d'Oscar Niemeyer. Et donc qui a été un architecte très présent en Algérie. L'université de Babzoua. L'université de Mentouri à Constantine, entre autres. Il a fait aussi beaucoup de choses et il avait aussi, on ne peut pas, à mon avis, dissocier l'œuvre de l'homme. Certains pensent qu'on peut dissocier l'œuvre de l'homme, mais moi je ne pense pas qu'on peut dissocier l'œuvre de l'homme. Moi, mes œuvres sont, chaque œuvre est une œuvre à part entière, mais si on voit toutes mes œuvres, c'est une seule grande œuvre. Oui. Et c'est pour ça que j'ai cette idée. C'est lui qui a fait aussi Brasilia. Brasilia, il a construit le siège des Nations Unies à New York. Il a construit la... C'est un peu fonctionnel et futuriste en même temps. Oui. N'est-ce pas, Radia? Absolument. En tout cas, lui, le futur, il y pense. Il y pense à travers le regard des enfants, puisqu'il organise aussi des ateliers en faveur de cette petite enfance. Et il aiguise son regard en faveur. Il l'a fait entre autres à Marseille. Il l'a fait aussi ici à travers en 2018 à la Casbah. La Casbah, donc atelier d'art en faveur des enfants. C'était la Casbah sous le regard des enfants, c'est ça? Exactement. Voilà, c'était en 2018. Ça s'appelait Wallet. Et c'était un partenariat avec un franco-algérien qui s'appelle Abed Abidat, qui a une maison d'édition. Et on a fait, la diaspora, elle est très importante. Absolument. On les salue où qu'ils sont. Oui, on avait ce projet avec le ministère de la Culture et l'Institut français Alger. Puis moi, je voulais que la Casbah soit racontée à travers les yeux des enfants qui vivent à la Casbah. Ça se passe en 2018. Oui, 2018, pendant une année, je traînais avec les enfants à arpenter les ruelles de la Casbah. Et par exemple, pendant l'atelier, ils ont pris conscience de là où un grand auteur algérien a vécu. Il est originaire de Bouskara, Mohamed Eid Al Khalifa. Oui, bien sûr. Et il a séjourné. De l'association des ulama d'Algérie. Voilà. Et en prenant conscience qu'ils vivaient là, les enfants, avec leur innocence, ils ne jetaient pas d'ordures lorsqu'ils passaient devant ou quelque chose qui leur tombait par terre par respect. Vous voyez, donc ça fait passer un message d'appartenance au lieu d'appropriation du lieu, de prise de conscience de soi et de notre entourage et de notre ville, en fait, et de notre vie. Et tout se fait à travers le prisme de la photographie et exactement, de sa magie. Parce que... Et donc, voilà, c'est difficile de résumer votre parcours. C'est difficile de raconter le nombre de projets que vous avez. Il faudra revenir, en tout cas. Inch'Allah. Hamid, on sera ravis de raconter encore la prochaine aventure. Elle continue, en tout cas, cette ténacité. Et vous êtes aussi, vous enseignez, vous êtes prof d'art plastique dans le cadre d'un programme commun à l'Université d'architecture Lumini. Oui.
C'est ça, et voilà, et donc vous enseignez là-bas, vous avez été plusieurs fois membre du jury, et vous continuez en tout cas de montrer vos photographies. Exactement. Elles sont visibles puisque vous êtes sur une plateforme internationale, n'est-ce pas? Qui s'appelle... oui, vous êtes donc juste, on donne des références à ceux qui nous suivent ce matin et qui sont certainement curieux de vous découvrir davantage. Donc vous êtes membre de la plateforme internationale d'artistes d'Amérique latine, entre autres. Essence de Obsidiana, c'est des artistes mexicains qui viennent en Algérie, que je reçois chaque année presque. On fait un travail artistique qui consiste en premier lieu à présenter le travail des artistes de l'Amérique latine en Afrique et vice-versa. On fait des ateliers aussi, ils font des ateliers aussi avec les jeunes du Sahara occidental et à qui, c'est-à-dire on donne la parole, on donne un moyen d'expression et puis c'est une bouffée d'air que les gens s'intéressent à eux. C'est un engagement pour la cause sahraoui. Bah oui, évidemment. Et puis aussi, comme disait Goya, la forme la plus noble de l'art, c'est de pouvoir aimer les autres. Et si on n'aime pas les gens, on ne peut pas transmettre rien du tout. Et en parlant de la photographie et de ma pratique et de ma volonté à la partager et à la transmettre surtout aux jeunes, en fait, je dis que la photographie, c'est un moyen pour aller vers l'autre. Tout à fait, c'est une passerelle et vous dressez beaucoup de passerelles. On a été ravis d'en présenter quelques-unes ce matin, Hamid Rahish. Je rappelle que vous êtes photographe et un grand passionné d'art et d'architecture de manière générale, un poète, absolument. Merci Samira, merci Hamid. D'autres invités nous attendent, Lila Bolsali entre autres. Nous retrouvons Amin Naziri avec ses invités également dans un instant et Hasna Zoubiri. C'est après ce reportage dans lequel Lamia Boudbouda nous fait découvrir une journée scientifique consacrée à la maladie de Crohn. Et c'est parti. L'établissement public hospitalier Djilali Belkhanchir d'Elbière accueille sa première journée médico-chirurgicale placée sous le thème des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, les MECI, avec un accent particulier sur la maladie de Crohn. Professeurs, spécialistes en médecine interne, gastro-entérologie, pédiatrie, ainsi que le personnel soignant sont réunis pour discuter des avancées thérapeutiques liées à ces pathologies complexes qui touchent de plus en plus d'Algériens. La maladie de Crohn, c'est quoi? C'est une inflammation aiguë, une inflammation du tube digestif. Qu'est-ce qu'on appelle le tube digestif? Depuis la bouche jusqu'à l'anus. Elle peut toucher n'importe quel segment du tube digestif. Voilà. Les causes sont multifactorielles. Il n'y a pas une cause précise. Il y a beaucoup de causes. Le stress, l'alimentation, ce qu'on appelle le microbiote intestinal. C'est les germes qui sont dans le tube digestif. Tout ça est perturbé et peut être responsable de cette maladie. On s'inquiète vraiment. Ces dernières années, on a constaté qu'il y a une incidence qui a augmenté en flèche. Et c'est pour ça qu'on s'alarme et c'est pour ça qu'on essaie de donner de l'importance à cette maladie pour un diagnostic précoce, pour une bonne prise en charge médicale et pour une prise en charge chirurgicale s'il le faut. Au programme, plusieurs communications porteront sur les dernières avancées en matière de traitement allant des thérapies biologiques aux approches chirurgicales modernes. La maladie de Crohn touche les adultes et les enfants. Professeur Boussofa nous apporte quelques éléments de réponse. Il faut savoir, quand elle se manifeste chez l'enfant, elle va être la source de complications beaucoup plus que celle qui est diagnostiquée chez l'adulte. C'est une maladie qui va se manifester suite à des signes révélateurs qui sont généralement la fièvre, la diarrhée chronique, la perte de poids, la présence de sang dans les selles, ou elle passe inaperçue et elle est diagnostiquée suite à les complications, soit complications intestinales ou généralement la pathologie périanale, c'est-à-dire c'est les fissures, c'est les fistules, c'est les abcès au niveau de la région périanale. Cette première édition se veut une plateforme de sensibilisation et d'amélioration des pratiques médicales dans un contexte où les MECI
touche un nombre croissant de patients en Algérie. Lors de cette rencontre, d'autres thématiques ont été abordées, et notamment le diabète. On sait aujourd'hui qu'un diabétique doit être avant tout pris en charge sur le plan de son hygiène de vie, qui doit être axé sur deux volets. C'est à la fois l'alimentation, qui est un point extrêmement important. On était avant sur ce qu'on appelle un régime méditerranéen, qui est propre à nous, qui est un régime riche en fibres, en végétaux et bien sûr en légumes. Et aujourd'hui, il s'est transformé en un régime dit de la fast-foodisation, c'est-à-dire c'est tout ce qui est des régimes hypercaloriques. Le deuxième volet, qui est aussi important, qui est celui de l'activité physique. Aujourd'hui, les gens sont devenus sédentaires, c'est-à-dire que les gens ne bougent plus. Un événement qui illustre l'importance du dialogue entre spécialistes pour améliorer la prise en charge des maladies chroniques. Des avancées scientifiques et humaines qui laissent entrevoir de nouveaux espoirs pour les patients atteints de Meki. Et justement, le dialogue entre les spécialistes nous amène justement à une amélioration de la qualité de vie au quotidien à travers différentes structures, pas seulement le ministère de la Santé, le ministère de la Solidarité et de la Famille, et de la Protection de la Famille également, nous annonce de belles choses ce matin. Nous avons le plaisir d'ailleurs de recevoir avec nous donc ce matin Madame Soumia Oulman, docteur Soumia Oulman. Donc voilà, vous avez par le passé été formée dans ce sens. Vous étiez une spécialiste en cancérologie, entre autres. Voilà. Et aujourd'hui, vous êtes là pour nous annoncer une belle avancée en faveur des femmes enceintes ou des femmes justement qui vont vers une grossesse ou voilà. Qui ont un projet dans ce sens. Qui ont un projet dans ce sens, voilà. Oui, oui, tout à fait. Ben, bonjour d'abord à nos téléspectateurs. Et c'est vrai que là, on est ravis d'annoncer cette nouvelle. C'est vrai que c'est une grande nouvelle pour les femmes enceintes, effectivement, mais surtout pour la femme en général. C'est un grand acquis. C'est une grande avancée en matière de droits sociaux. Cette information qui est en lien avec le congé de maternité. Et c'est vrai que les femmes qui ont un projet de maternité ou qui sont enceintes appréhendent cette période de l'accouchement et la période du postpartum, la période du post-accouchement. Et surtout les femmes travailleuses appréhendent énormément, et c'est une vraie angoisse, c'est un vrai stress. Comment me séparer de mon enfant pour maintenir mon activité professionnelle? Absolument. Ça, c'est quand la grossesse se déroule dans les meilleures conditions et que l'enfant qui naît est dans des conditions tout à fait ordinaires. Qu'en est-il pour la maman qui met au monde un enfant qui a une maladie lourde ou un handicap qui apparaît dans les premiers jours? Et là, justement, ce projet de loi qui vient d'être approuvé en Conseil des ministres sous la présidence du président de la République vient dans ce sens apporter justement cette solution, cette réponse à ces mamans-là par cette prolongation du congé de maternité. Très bien. Docteur Oulman, nous avons une maman avec nous. Il s'agit de notre amie Hasna Zoveri. Donc, est-ce que tu as vécu cette angoisse? Oui, oui. Oui, c'était terrible de reprendre notre bébé. 3 mois, c'est court, moi, je trouve. 3 mois, c'est très court pour reprendre le travail, laisser son bébé nourrissant, à savoir à qui on va le confier. C'est pas évident. C'est une grande angoisse. En tout cas, une belle avancée dans ce sens qui consiste justement en une prolongation de cette durée. La durée normale, rappelons-le, est de combien? La durée normale pour un congé de maternité. Pour un congé de maternité d'une femme travailleuse, elle est de 98 jours. Et là, justement, ce nouveau texte de loi qui vient pour compléter la loi 83-11 sur les assurances sociales, il vient pour prolonger le congé de maternité, mais je avec précise, des conditions précises. Voilà, c'est pour les mamans qui mettent au monde des enfants qui ont une maladie ou un handicap qui apparaît. Et donc là, cette prolongation, elle est de 14 semaines. Avec préservation de tous les droits sociaux, maintien de l'indemnité, du poste de travail, etc. Et en cas de besoin, c'est-à-dire si à l'issue de ces 14 semaines, l'enfant nécessite encore la présence de sa maman, il y a une nouvelle prolongation à hauteur de 24 semaines. Ce qui fait que vraiment, l'enfant a le temps de se développer. C'est pratiquement 1 an de congé de maternité. Voilà. Et la maman a le temps d'abord d'accepter la situation de son enfant, parce qu'il faut le dire, une maman qui met au monde un enfant, elle va vers un monde
qui lui est pas toujours familier, c'est nouveau, c'est une nouvelle expérience, des appréhensions. Est-ce que je serai à la hauteur? Est-ce que j'aurai les bons gestes, les bons réflexes, etc. Mais quand un enfant pose un problème de santé ou un handicap, la situation est encore plus sensible. Et l'appréhension de la maman, des parents, parce que même le père, il est concerné par... il est concerné, mais on a pensé au congé des mamans, parce que c'est la maman qui porte le plus absolument. Le poids de la famille. Oui. Et puis, c'est la présence de la maman, le contact physique. Parce que la maman, elle a un contact qui est absolument privilégié, qui est vital pour l'enfant au moment de l'allaitement. Et ça, c'est un moment déterminant dans le développement ultérieur de cet enfant. Et donc, ce congé de maladie, cette prolongation permet justement à ces mamans d'accepter la situation de l'enfant et de pouvoir apprendre à se comporter de la bonne manière pour accompagner cet enfant et éviter les complications qui parfois apparaissent en lien avec une maladie ou avec un handicap. Souvent des maladies cardiaques, d'ordre cardiaque. Entre autres, des malformations congénitales ou autres. Et si ce n'est pas pris en charge dans les meilleures conditions, dans les meilleurs délais, il peut y avoir des complications. La première année est cruciale en général. Elle est déterminante. Et donc là, justement, on permet à cette maman de pouvoir observer, accompagner, apprendre à cohabiter avec cette pathologie, avec ce handicap, pour éviter des complications. Il y a des complications qui sont évitables. Et donc là, il faut absolument aller vers ça, et éviter toute forme de complications et prendre la situation le plus précocement possible pour vraiment permettre à cet enfant qui arrive, qui est là avec nous, d'avoir un maximum d'outils à sa disposition, un maximum de soins, de protection et d'affection. Justement, vous parlez de cela avec beaucoup de cœur, et je sais que le médecin qui est derrière vous, derrière tout ça, donc vous avez été médecin, vous avez soigné justement des mamans qui étaient en détresse, des enfants de mamans qui étaient en détresse. Au regard de cette expérience professionnelle justement, comment avez-vous reçu voilà, comment est-ce que vous voyez cette avancée? C'est énorme, effectivement, vous en parlez, parce que c'est vrai, de par ma formation, j'ai dû côtoyer des enfants porteurs de maladies extrêmement lourdes, le cancer en l'occurrence, et c'est vrai que les mamans vivent le drame de leur enfant, la situation est extrêmement difficile et douloureuse, et les mamans travailleuses, le problème est encore plus difficile à vivre, exactement. Mais c'est vrai que cette prolongation aujourd'hui du congé de maternité, c'est vraiment pour les enfants qui naissent avec une maladie lourde ou un handicap. Et bon, c'est vrai qu'il y a des enfants, des nourrissons, chez qui on diagnostique des cancers. Et donc là, c'est énorme cette avancée, cette prolongation du congé de maternité. Et pour nous, au secteur de la solidarité, de la famille et de la condition de la femme, on dit bravo, parce que ça fait partie de cette panoplie d'acquis sociaux auxquels la femme est en train d'accéder ces dernières années. Et c'est vraiment quelque chose d'énorme. D'autant qu'au niveau du secteur de la solidarité, on s'investit beaucoup en matière d'autonomisation de la femme, de droits de la femme, etc. La femme rurale la femme rurale, tout ce qu'on fait comme formation, comme accompagnement vers le travail, vers l'entrepreneuriat, vers la formation, justement pour permettre à ces femmes de vivre leur projet de vie, leur projet professionnel le plus sereinement possible. Et bien entendu, ce congé de maternité vient dans ce sens, et donc on dit bravo. Merci Dr Ullmann. On va tout de suite ouvrir une autre page, celle de la sensibilisation à travers Safety Road, et c'est après ceci. Safety Road s'intéresse à un problème, un fléau aujourd'hui, n'est-ce pas? Exactement, Nadia. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui tracasse beaucoup d'usagers de la route, des automobilistes, à savoir le vol de véhicules. On avait abordé ce sujet la saison dernière. On avait abordé en fait les solutions que peuvent utiliser les automobilistes, justement les conducteurs, pour pallier à ce phénomène qui ne cesse de prendre... C'est un phénomène qui prend
se développe en Algérie. Et malheureusement, malgré tout, toute la sensibilisation qui va avec, énormément de véhicules ont été volés ces 2 dernières années. On s'est rapproché de la gendarmerie nationale pour en savoir davantage et on est revenu avec un reportage qu'on va découvrir ensemble tout de suite. Qu'on va voir tout de suite. Parfait. Oui. الفول هذا ولا بزاف واحد يشري طونوبيل مسكين يشقى عليه يشقى عليها كاع حياته كاع يتيك وبعد يجي كاري ينوض غدوه صباح يجي ما يلقاهاش شغل حاجه انورمال كما يقولوا فينومين هذا عاد ولا بقوه ديجا حنا البارح في الحومه سرقوا طونوبيل نتمناو الدوله ان شاء الله تحاربهم والجيران ثاني يوقفوا على حومتهم. كاين ناس كيما كيتشوفي ناس ما تحشمش ودوكا واحد ما يديرش كونفيونس بزاف. كاين كيما نقولوا وين يدي طونوبيلتو يغسلها ولا وين يدي توا باسكو كاين ناس بزاف راهي تستعمل هادو فوالا لي تكنيك تدي طونوبيلتك انت تغسليها تخلي له مفتاح يخدموا لك دوبل تاع مفتاح. تشوفوا كاين اللي يبيع طونوبيل يعطي لك مفتاح واحد دوبل ما فوالا دوبل ما يمدولكش يبيع هذاك المفتاح الدوزيام. تما كاين دي سوليسيون بزاف دوك واحد واش يقول ربي يهديهم وكل واحد ياخذ حذره ان شاء الله. Du 1er janvier au 31 août 2024, quelques 1336 vols ont été enregistrés, dont 626 affaires ont été traitées, soit 47% du nombre total des affaires. Ainsi, 978 personnes ont été arrêtées et quelques 384 véhicules récupérés. Et ce sont les grandes villes qui sont le plus touchées par ce phénomène. Alger vient en tête avec 311 affaires, suivi de Blida avec 91 affaires traitées et Oran avec 90 affaires. La plupart des vols sont des motocycles. D'ailleurs, nous avons traité entre le 1er janvier et le 31 août dernier 810 affaires de vol de moto et 381 affaires de vol de véhicules. La gendarmerie nationale déploie tous ses efforts pour assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens. Les endroits où l'on enregistre le plus de vols sur la voie publique devant les maisons avec 150 affaires traitées. Il y a également les résidences surveillées avec 139 affaires, les parkings illégaux 56 affaires et enfin devant les jardins publics et devant les forêts 18 affaires. Le véhicule d'aujourd'hui est aussi électronique que mécanique et les voleurs sont conscients des avancées technologiques et de leur évolution mutante et se sont adaptés en conséquent. La vigilance est plus que jamais nécessaire pour sécuriser son véhicule. Voilà, oui. Voilà. Donc, comme on a vu dans j'imagine que vous venez aussi avec des petites propositions. Exact. Donc, il y a 3 villes qui sont les plus touchées, à savoir Oran, Alger et Blida. Donc, c'est des villes du centre et de l'ouest du pays. Vient par la suite Constantine. Donc, aujourd'hui, ce que propose la gendarmerie nationale et éventuellement la police dans les milieux urbains, c'est de placer un système GPS
GPS pour localiser son véhicule au cas de vol, au cas d'un problème pareil. Aujourd'hui aussi, ce qu'on a découvert dans une étude qui a été menée par la gendarmerie nationale, donc c'est le fait que voilà, donc la plupart des vols se font dans des cités, dans de nouvelles cités, à savoir le LPP, ADL, de nouvelles cités sociales. Et les gens se mobilisent. Aujourd'hui, ce n'est plus comme avant. Il y a l'équipement des caméras de surveillance à l'entrée des immeubles, au niveau des quartiers. Et bien sûr, voilà, donc il faut sensibiliser le maximum. Il faut aussi alerter en cas de vol et en temps réel, parce que c'est très important. Comme a dit le lieutenant-colonel, chaque moment compte. Chaque minute compte. Donc, dès qu'on s'aperçoit que le véhicule a disparu, il faut alerter, il faut informer le plus vite possible, parce que les véhicules généralement sortent du territoire ou se font où ils sont démontés pour les vendre en pièces de rechange. Voilà. Merci infiniment, Hasna. C'est moi. Passez une excellente journée. Également. Et puis on attendra la prochaine thématique de Safety Road avec impatience, Inch'Allah, pour lundi prochain. Merci à vous, Dr Oulman Souria. Donc vous êtes directrice chargée de la protection des personnes âgées au niveau du ministère de la Solidarité, de la Famille et de la condition de la femme. Voilà, ça c'est le volet le plus important. Absolument. On a abordé une prolongation aujourd'hui des congés de maternité en faveur de la femme. C'était très bien. Merci infiniment. Merci. Et puis tout de suite, sans plus tarder, on vous emmène à Timimoun. Vous avez promis dès le démarrage de cette émission qu'on allait parler de 7e art. Et on va en parler d'abord à travers ce reportage de Badia Armani qui a été à Timimoun pour suivre une opération de restauration de nouvelles villes cinématographiques. C'est l'oasis de la Zawiya Adbar au Tinerkouk à Timimoun qui a été choisi pour abriter le projet de la ville de production cinématographique, première du genre dans le sud algérien. L'infrastructure en question n'est autre que le fort de la cité qui fait l'objet d'une grande opération de restauration. Cet édifice a été affecté au ministère de la Culture le 15 octobre 2022 et mis à la disposition du Centre national de production cinématographique, qui compte y réaliser la première ville cinématographique du sud du pays. Le but à travers cette démarche est de dynamiser la région sur le plan économique et touristique. Les travaux de restauration sont confiés à des spécialistes algériens dans le domaine. Des matériaux de construction locaux sont utilisés pour préserver le cachet authentique spécifique à la région. Nous utilisons des matériaux tels que la terre crue et le bois pour la restauration. Les travaux se font en adoptant des techniques traditionnelles de construction. Nous mélangeons la terre crue et tous les matériaux et nous choisissons minutieusement le bois de palmier que l'on taille avant son utilisation. Ce projet tant attendu sera une bouffée d'oxygène pour la région. Il permettra de booster l'activité touristique et culturelle et par conséquent l'économie locale. C'est une bonne initiative qui permettra de réaliser des séries et des films notamment sur la Révolution dans notre région qui fait la fierté de l'Algérie. C'est un véritable acquis pour notre région et pour l'Algérie. Ce projet boostera non seulement le tourisme, mais aussi l'économie locale et nationale. Cet important projet offrira un beau décor naturel pour permettre aux réalisateurs de donner le meilleur d'eux-mêmes. Il abritera des studios, des salles de montage, en plus de résidences pour l'hébergement des équipes de tournage.
Bonjour pour cette dernière séquence, mesdames, messieurs. Nous avons le plaisir de recevoir Lila Bolsali, qui nous fait le plaisir et l'amitié de venir annoncer son prochain spectacle. Bienvenue, Lila Bolsali. Merci beaucoup. Ça va? Ça va. Un peu en retard, mais ça va. Non, mais ça va. On y arrivera quand même pour cette dernier quart d'heure. Nous aurons aussi à partager ce plateau avec Amina Zeri, notre amie qui vient chaque dimanche nous présenter un pan de notre patrimoine ou de notre héritage. Bonjour Amina. Ça va? Ça va très bien. En rouge et noir. En rouge et noir standard. Les couleurs de mon équipe préférée. Oui, l'USMA. On a fait un très bon parcours. Oui. Inch'Allah, la Coupe de Doha. Qui reste dans la compétition africaine. Oui, avec le MCA bien sûr. Et bonne chance pour le CRB, le Grand Chabab Louis Z. Très bien. On sait que vous aimez, vous êtes passionné de football, mais aujourd'hui, vous allez changer, vous allez sortir de cette zone de confort pour nous parler de 7e art. Justement, donc, avant de parler du 7e art, j'ai l'honneur de recevoir notre amie et notre collègue, une grande dame, Madame Nafissa Lahrache, donc auteure, journaliste. Elle s'est battue pendant des années, de nombreuses années pour les droits des femmes en Algérie. Elle a commencé sa carrière dans le monde de l'information, à la radio algérienne, plus exactement à la chaîne 1. Elle était productrice d'une grande émission littéraire et tout le monde attendait Nafissa Lahrache à 9h à 21h du soir pour se régaler avec sa voix douce, avec ses déclamations poétiques. Hein? Donc Nafissa Lahrache, en 1995, elle crée l'association Femmes en communication. Actuellement, c'est la directrice de Voix des femmes, radio électronique, considérée comme première radio féminine dans le monde arabe. Elle a aussi, Nafissa Lahrache, elle vient de publier un très beau livre, voilà, donc l'évolution de la tenue traditionnelle algérienne, donc Tatawur Libas al-Mar'a al-Jazairiya. Voilà, un très beau... Je vais le montrer à Dida. Bien sûr. Donc, notre caméra woman va certainement nous le montrer. Voilà, donc c'est le premier livre publié, écrit sur notre patrimoine culturel, sur l'habit traditionnel algérien, sur cette richesse que possède l'Algérie. Et donc, elle est là, notre invitée, Madame Nafissa Lahrache. On va certainement savoir l'intérêt qu'elle porte à cette... Bonjour tout le monde, bonjour pour cette invitation, merci beaucoup. Je ne sais pas si on commence directement de parler de livre. Oui, on commence par le livre et on va parler du cinéma. Bon, voilà, le livre a été édité en 2007 à l'occasion de l'Algérie capitale arabe. Et à l'époque, ils n'avaient pas quelque chose en arabe sur le patrimoine, surtout de l'habillement des femmes et tout. À l'époque aussi, Rawarawa, c'était M. Rawarawa était l'organisateur de la commission qui préparait l'événement. Alors il m'a appelé, il m'a dit voilà, on a besoin de quelque chose parce que vous êtes le domaine de la femme. À l'époque, j'ai édité le magazine Unutha. Unutha, on s'en rappelle. C'est qu'on est en 90. Alors il m'a appelé, il m'a dit voilà, si vous pouvez nous présenter quelque chose sur l'habillement. J'ai dit peut-être je peux préparer un numéro spécial pour Unutha. Il m'a dit non, magazine et journal et tout, ça sort de notre... c'est-à-dire, c'est pas le ministère de la Culture. Alors, si vous pouvez faire un livre, je lui ai dit, c'est pas possible. Un livre d'art. Et vous m'appelez au mois de janvier pour que le livre soit préparé et pris au mois de juillet. C'est moi, c'est pas possible. Allez, chauffez, qu'est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Alors j'ai bien réfléchi, j'ai dit voilà, je peux faire quelque chose où je ne peux pas rentrer dans les détails. C'est-à-dire je vais faire quelque chose qui touche 4 régions, pas chaque wilaya comme maintenant. Comme espéré, voilà, parce que c'est déjà pas mal. 4 régions et quelque chose de général. Pour la première fois, j'ai fait rentrer la poésie populaire, parce qu'à l'époque,
la chanson populaire et tout, elle représente la femme dans l'habillement, dans les bijoux, par exemple. Quand, il y a des descriptions. Oui, quand il parle kharja min al-hammam ou je ne sais pas quoi, quand il parle على الخنش اللي جايه في قصبتي لابسه خلخال فضه ومش عارفه الملحفه وكذا وكذا. C'est-à-dire il y a des témoignages. Moi j'ai cherché les témoignages parce que c'est vrai on a une histoire, on a l'habillement qui existe, on a chez nous chaque famille a quelque chose. L'Algérois peut-être elle garde le karek ou la chaouia elle garde le melhfa tout, mais la date de la création, la date de l'existence, la couleur, la production et tout, on n'a pas des témoins comme ça pratiques. Alors j'ai dit peut-être c'est la chanson, elle peut, la chanson aussi populaire, être voilà. aussi, elle peut être oui, aussi, elle peut témoigner. Et j'ai rajouté aussi la peinture orientale. Oui. Pour la première fois, il y a, voilà, les orientalistes, beaucoup, ils ont filmé, enfin, à l'époque, dessiné, c'est pas filmé, dessiné la femme algérienne. On a beaucoup de dessins sur ça. Et c'est un témoignage aussi. Les bijoux aussi, c'est un témoignage. J'ai rajouté aussi les bijoux. J'ai rajouté le maquillage et la coiffe. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Il y a plusieurs rubriques. Amina, oui, pardon. Excuse-moi, je voulais juste saluer notre amie et notre grande artiste, Leïla Borsali, que je reçois très... C'est vrai. À la radio, on la reçoit régulièrement, donc elle est là, qui est aussi une ambassadrice de la tenue traditionnelle. On a eu la même idée. Elle est toujours on va poser la question. Tenue excellente ambassadrice de la tenue et du costume traditionnel. Donc elle a beaucoup de choses à dire sur la tenue traditionnelle. Vous la portez bien. C'est important, c'est un ingrédient important. Ça fait partie du spectacle. Je pense que le public, quand il vient, il a besoin de voir aussi la tenue traditionnelle sur scène. Et puis pour nous, c'est une très bonne occasion, j'ai envie de dire, de présenter justement les différentes tenues algériennes. Il y en a énormément. Je suppose que dans votre livre, c'est bien mentionné. Et la musique ne va pas sans le vêtement traditionnel, c'est vrai. Et plus surtout si on a la musique traditionnelle. Elle est obligée d'être liée avec l'habillement traditionnel. Elle ne peut pas présenter. Et ça fait autant elle que son orchestre qui a aussi cette même pour les hommes. Qui fait l'effort. Les hommes aussi contribuent. Ah oui, j'insiste pour que d'abord le costume traditionnel soit présent, d'abord ici en Algérie, mais aussi à l'étranger. Je trouve que c'est aussi une manière de représenter la culture algérienne en général et puis de mettre en valeur aussi ce savoir-faire des artisans, des artisanes. C'est très important. Exactement. Vous militez aussi à votre façon, Lila, pour la préservation de cet héritage andalou dans toute sa diversité. Vous allez le faire encore une fois sur scène à Ibn Khaldoun donc, ce vendredi, à travers un spectacle très demandé par le public. Oui, vous êtes tout invité d'ailleurs ce vendredi à la salle Ibn Khaldoun. C'est un spectacle qui est organisé par les établissements agriculture. Et on va présenter Il était une fois à Grenade. Nous avons un lien historique avec Gharnata. Et donc, on fait ce lien entre Grenade et le patrimoine qu'on chante à travers des contes, parce que j'aime bien aussi raconter des petites histoires sur scène, histoire de mettre les gens dans un contexte. Et puis, donc on passe d'une histoire fantastique tirée du livre de Washington Irving, les contes de l'Alhambra. Et puis je chante, je prends des petits morceaux à chaque fois du patrimoine et j'ai envie de dire, les adapte au conte. C'est-à-dire que vous maintenez un fil conducteur qui va maintenir en haleine aussi ce public qui va certainement vous suivre une fois sur scène. Je pense que la chose que le public peut nous faire comme remarque, c'est justement que dans la musique andalouse, des fois, il y a ce côté un peu soporifique, c'est-à-dire que les gens ne savent plus qu'est-ce qu'on chante, où on en est, ils se laissent aller, mais pour certains, ils disent ça me fait dormir, pour certains, pour ceux qui ne connaissent pas bien mais alors
ça, c'est une manière de garder justement l'attention du public et intéresser aussi toutes ces personnes qui aiment quand même la musique andalouse, mais qui ne la connaissent pas ou qui ne la vivent pas. Donc, lier le conte au voilà, chant. Il était une fois Grenade va permettre justement ce lien très étroit Oui, tout avec à fait. cette musique. Et d'ailleurs, ce spectacle, nous le présentons depuis plusieurs années et il est à chaque fois redemandé, même si on présente d'autres spectacles et d'autres thématiques. Excellent. Personnellement, je le rate à chaque fois, donc cette fois-ci, je vais m'arranger pour ne pas le rater, Inch'Allah. Vous n'avez pas d'excuses. Inch'Allah. On revient donc à notre invitée, Madame Nafissa Al-Harash. Moi, je vous conseille, en tout cas, je conseille à tout le monde de lire ce précieux livre. Personnellement, je viens de découvrir des tenues traditionnelles que je ne connaissais pas auparavant. C'est Relila, pas le Relila. Alors, non, le Djlila, et vous avez commencé avec le Hayek pour dire que le combat de Nafissa Al-Harash pour le Hayek, qui est typiquement algérien, ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Donc, le Hayek, il est omniprésent. Et pour cette histoire, le Hayek, il a une histoire. Donc, j'aimerais bien que vous la racontez. Bon, le Hayek, moi, je suis de Biskra. Je suis venue à Alger en 65. La première image qui est restée dans ma tête, c'est le Hayek Mromma et la femme algérienne. Alors, la femme algéroise. Alors, quand je voulais faire la couverture, je voulais faire justement le Hayek parce que à l'époque, il n'y a personne qui parlait de Hayek et des trucs. Ma couturière, elle a beaucoup de modèles ici, je lui ai demandé de me ramener une photo de femme Bel Hayek. Je parle de 2007, hein. C'est pas loin. Elle n'a pas trouvé, elle m'a dit, on n'a pas. J'ai cherché, comme on était limité avec le temps, on n'a pas pu faire beaucoup de recherches. La vérité, on a besoin de faire plusieurs exemplaires. Alors, je lui ai dit, tu as Hayek Mromma à la maison? Elle m'a dit oui. Là, je viens. J'ai pris ma voiture, j'ai été chez elle, ramène-moi le Hayek. C'est moi qui l'a donné cette image. À l'image, c'est super. C'est moi qui l'a donné. C'est elle qui l'a. C'est moi qui je lui ai donné l'image que j'avais déjà dans ma tête. Très bien. Et alors, on l'a fait là. C'est comme ça. Alors, tellement j'ai aimé cette image à l'époque, l'Algérienne, elle est comme le Hamama. C'est très très beau. Mais le Hayek, c'est vrai qu'à Alger, peut-être c'est une grande ville, ça a disparu, et bon, les femmes travaillaient. Non, il existe toujours. Mais dans des villes comme Tlemcen, par exemple, justement, elle a parlé dans un extrait de ce livre de Hayek Bouawina qu'on trouve à Tlemcen. Et je veux dire, on le fabrique encore aujourd'hui, et la mariée sort encore avec le Hayek sur le caftan. Ici aussi, bon, parfois c'est le Burnous, parfois c'est le Hayek. Elle ne porte pas, elle le ramène avec elle dans le trousseau. Dans le trousseau, effectivement, mais c'est bien. En tout cas, c'est vrai que tout est jalousement couvé à Tlemcen. Et c'est vrai que voilà, les derniers artisans et fabricants de Hayek Mromma se trouvent à Tlemcen. En tout cas, il y a le Ksa aussi dans quelques régions. Moi, je suis fière parce qu'il n'y a pas de Aros à Lyon, mais des jeunes filles qui ne sortent pas avec avec le Hayek. تحت ما كانش عروسه ما تخرجش بلا حايك مرمى تحت جناح تاع باباها اليوم. Et les jeunes filles insistent اليوم باش يكون حايك مرمى. Il y a aussi le نص مرمى qui est réservé au marché. Les femmes âgées يخرجوا بهم. Cool, très cool. Donc, vous avez raison, les jeunes ont un intérêt particulier aujourd'hui à tout ce qui est identitaire, tout ce qui est lié à l'Algérie. C'est le grand retour. Que ce soit dans le vêtement, dans la musique. Nous, on le ressent aussi dans la musique andalouse. Les jeunes se rapprochent de plus en plus de la musique traditionnelle, l'art culinaire, le vêtement algérien en général. Enfin, il y a plusieurs maisons qui ont été transformées pour justement être des bastions voilà, de cet art traditionnel, de cet héritage, que ce soit dans l'art culinaire, dans l'art de la présentation du mets, dans l'art justement de la décoration. Chaque région elle a ses habitudes. Par exemple, à Biskra, je me souviens, j'étais petite, ils font Bouawina, la Hayek. C'est pas Mromma, mais elle prend la bicyclette.
Ah oui, prend bicyclette, elle file ses affaires ou ses achats, même le cinéma. Il y avait un Biskra cinéma des femmes. À l'époque, hein, je parle quand j'étais petite. Alors, elle est Bouawina et sur le bicyclette. Ça aussi, c'est une image. C'est une belle image. C'est une image. Tu vois, Constantine, par exemple, tu vois le Mlaya. J'ai même donné l'historique de Mlaya. Pourquoi le Mlaya Kahla? Pourquoi la blanc et Constantine Kahla? Super. Il y a des trucs, il faut. Mais ça demande beaucoup de recherche. Et beaucoup d'efforts. Un travail pareil. C'est moi, c'est rien du tout. J'ai essayé de donner pour l'activité, ce n'est pas pour la recherche en elle-même. Et dans l'art du spectacle, l'imaginaire est important, l'image est importante. En tout cas, Lila Boursali donne beaucoup d'importance à la photographie, au teaser de ces spectacles. On voit d'ailleurs Kan Yamakan, Firatnata tout de suite le teaser et on revient. Ah, c'est bien ça. Voyage dans lequel nous nous invitons à nous suivre en épousant les méandres d'une mémoire exceptionnelle. Tout ce que la magie seule de la poésie peut révéler comme secret de l'art. L'espace où toutes les histoires se rencontrent. La nôtre, la nôtre, la vôtre. C'était là l'avant-goût du spectacle qui vous attend ce vendredi à 17 h à la salle Ibn Khaldoun, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. Les contes en français et les chants en arabe. J'ai souvent eu, voilà, c'est pour les gens qui finalement peut-être ne comprennent pas bien le texte en arabe classique. Voilà, la poésie en arabe classique. Et puis, j'avoue que j'ai un public qui est pour sa majorité francophone, donc je trouve que c'est une façon aussi de lui expliquer le texte en arabe et de le mettre dans un contexte en français. Voilà, alors j'ai essayé de faire des spectacles en arabe, tout en arabe. Ces spectacles qui sont mélangés avec ces deux langues, eh ben, ça marche. Les gens sont plus demandeurs. C'est une très bonne idée. En tout cas, voilà, vous faites aussi de la présentation télé en arabe et puis en radio, vous êtes en français dans Aoutar Andalousia, donc cette émission qui met en valeur cet héritage. Donc les consoeurs aussi en radio. Oui, oui. Elle est aussi productrice à la télé, donc elle fait une émission extraordinaire pour la promotion de notre patrimoine culturel, l'Andalou. C'est génial, moi je trouve. Donc vous donnez une très belle image sur l'Algérie, bravo et bonne chance. Radia, donc je voulais parler aujourd'hui des assises on parle beaucoup en ce moment. On a commencé à en parler tout à l'heure avec Yezideit Mahidine et je pense qu'on va y revenir encore. Inch'Allah, je ne pense pas qu'on aura le temps. Moi, j'ai préparé un petit hommage au grand cinéaste français qui a toujours soutenu la cause algérienne, René Bautier. Donc, on n'aura pas beaucoup de temps. Pas assez pour développer, effectivement. Voilà, mais on laisse ça, on réserve ça à la prochaine rencontre. Inch'Allah, avec grand plaisir. Inch'Allah. En tout cas, Monsieur le Président de la République, hier, il a insisté sur la création, sur la formation dans le monde du cinéma, dans le secteur du cinéma. Ce secteur qui peut créer des millions d'emplois, c'est ce qu'il a déclaré hier, le Président de la République. Et il a insisté concernant la création et il a invité tout le monde à la création, à vraiment donner un coup de pouce à ce domaine qui est vraiment intéressant. Le texte de Monsieur le Président apparaît déjà à l'antenne, donc l'Algérie s'est lancée dans une dynamique de développement pionnière et il est temps que la culture en soit le couronnement. Le cinéma, je veux dire quand même un mot. Le cinéma, c'est important. C'est l'image du pays. Regarde par exemple l'Amérique. Les gens, et la majorité des gens, il faut l'Amérique à partir de films américains. Effectivement. C'est le cinéma. Alors, on a commencé bien au cinéma, surtout le cinéma de guerre d'Algérie, mais on a certains temps arrêté, ou je ne sais pas ce que je peux dire, parce qu'il n'y avait pas assez de financement, il n'y avait pas assez de... Et plus, la décennie noire, elle a joué... Le problème du financement est réglé, c'est ce qu'il a déclaré, Monsieur le Président. Voilà, c'est vrai que... Voilà.
toute la réflexion est lancée en tout cas. Nafisa Hamoud, vous faites partie de ces dames pionnières. Nafisa Hamoud, voilà, elle aussi c'était une pionnière. Voilà, on est ravis de vous retrouver. Moi j'ai encore des souvenirs de vous à la Maison de la Presse à un moment très dur de cette histoire de notre pays. En tout cas, merci Alila Bolsali. Bon vent pour le spectacle de ce vendredi et j'espère qu'ils seront nombreux à vous joindre et j'espère y être également. On y va, Amina. Inch'Allah, avec plaisir. Avec Madame Nafisa. Merci beaucoup, Amina, de nous faire en tout cas découvrir des pans de notre patrimoine à travers des personnalités remarquables qu'on ne voit pas souvent d'ailleurs à la télévision. Merci pour cette belle présence. Allez, bon vent donc encore une fois, Lila. Et puis merci à tous ceux qui étaient avec nous depuis ce matin. Bonne et excellente journée à tous et à très vite.